Berlin, 30 avril 1945, 15h30. Dans un bunker à 8 mètres sous terre, l'odeur de moisi mêlée à celle du diesel emplit l'air vicié. Le béton tremble, les explosions soviétiques se rapprochent. Un homme de 56 ans, aux mains tremblantes, saisit un pistolet Walter PPK calibre 7,65. Adolf Hitler regarde une dernière fois la carte de son Reich de Milan qui s'effondre après seulement 12 années. À 300 mètres au-dessus de lui, les soldats de l'armée rouge plantent leur drapeau rouge sur les ruines fumantes du Reichstag. Comment le monde en est-il arrivé là ? Comment 6 années ont-elles pu produire 62 millions de morts ? Retournons en arrière, retournons au moment où tout a basculé. Versailles, 28 juin 1919. Dans la galerie des glaces, là où les rois de France célébraient leur victoire, l'Allemagne signe son humiliation. Le traité de Versailles. L'encre est à peine sèche que déjà le maréchal Foch murmure prophétiquement « Ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans ». Il a raison, à 20 ans près. L'Allemagne perd 13% de son territoire, 10% de sa population, toutes ses colonies. Son armée est limitée à 100 000 hommes. Et par-dessus tout, l'article 231, la clause de culpabilité. L'Allemagne est déclarée seule responsable de la Grande Guerre. Dans les rues de Berlin, un caporal autrichien démobilisé, gazé pendant la guerre, bouillonne de rage. Son nom, Adolf Hitler. Nous avons été poignardés dans le dos, répète-t-il dans les brasseries de Munich. Trahis par les juifs, les communistes, les démocrates. Mais Hitler n'est qu'un agitateur parmi tant d'autres. En 1919, personne ne peut imaginer qu'en 20 ans, il plongera le monde dans le plus grand carnage de l'histoire. Les acteurs principaux se mettent en place. En Allemagne, la République de Weimar vacille sous le poids des réparations de guerre. 132 milliards de marks or. Une inflation galopante transforme les billets de banque en papier toilette. En Italie, Benito Mussolini, ancien socialiste devenu fasciste, marche sur Rome en 1922. Il promet de restaurer la gloire de l'Empire romain. Au Japon, l'empereur Hirohito monte sur le trône en 1926. Les militaires rêvent d'un empire en Asie. La doctrine du Hako Isshu, les 8 coins du monde sous un seul toit, le toit japonais. En URSS, Joseph Staline, après avoir éliminé Trotsky et tous ses rivaux, consolide sa dictature. Il industrialise le pays à marche forcée. Prix, des millions de morts. Aux États-Unis, la prospérité des années folles masque les failles. En 1929, tout s'effondre. Le krach de Wall Street, la Grande Dépression frappe le monde entier. En France et au Royaume-Uni, les démocraties sont épuisées. Saignées par la Grande Guerre, elles veulent la paix. À n'importe quel prix. Le décor est planté. Les conditions sont réunies. Il ne manque plus que l'étincelle. 30 janvier 1933. Berlin. Hitler devient chancelier d'Allemagne. Légalement. Démocratiquement. La démocratie de Weimar vient de signer son arrêt de mort. En quelques semaines, il transforme l'Allemagne en dictature totalitaire. Le Reichstag brûle le 27 février. Un complot communiste, annonce-t-il. Les libertés sont suspendues, les opposants disparaissent dans les camps de concentration. Dachau ouvre ses portes le 22 mars 1933. « Donnez-moi 4 ans, tonne Hitler, et vous ne reconnaîtrez plus l'Allemagne. » Il tient parole. L'économie redémarre, le chômage s'effondre, les autoroutes se construisent. Et secrètement, en violation du traité de Versailles, l'Allemagne se réarme. Des chars, des avions, des sous-marins. Hitler ne cache même pas ses intentions. Dans Mein Kampf, écrit en prison après son putsch raté de 1923, il a tout exposé. Conquérir un espace vital à l'Est, écraser la France, éliminer les Juifs. Mais personne ne le prend au sérieux. Pendant ce temps, en Asie, le Japon frappe le premier. 18 septembre 1931, la Mandchourie. Les Japonais provoquent un incident ferroviaire et envahissent cette province chinoise riche en ressources. La Société des Nations proteste mollement. Le Japon s'en retire avec mépris. 7 juillet 1937, le pont Marco Polo près de Pékin. Des coups de feu, un incident. Mais cette fois, c'est l'invasion totale de la Chine qui commence.
Ce que les Japonais appellent pudiquement l'incident de Chine est en réalité une guerre d'anéantissement. Décembre 1937, Nankin tombe. Ce qui suit défie l'entendement. Pendant 6 semaines, les soldats japonais se déchaînent. Viols, massacres, décapitations. Concours pour voir qui tuera 100 personnes le plus rapidement à la baïonnette. Entre 200 000 et 300 000 civils sont assassinés. Le monde détourne les yeux. En Europe, Hitler teste les démocraties. Mars 1936, il remilitarise la Rhénanie. Violation flagrante du traité de Versailles. La France ne bouge pas, le Royaume-Uni non plus. Mars 1938, l'Anschluss. Hitler annexe l'Autriche. Des foules en délire l'accueillent à Vienne. Les démocraties protestent pour la forme. Septembre 1938, la crise des Sudètes. Hitler exige les territoires tchécoslovaques peuplés d'Allemands. La guerre semble inévitable, mais à Munich, Chamberlain et Daladier cèdent. « Nous avons sauvé la paix », déclare Chamberlain en agitant le papier signé avec Hitler. Churchill le contredit amèrement. « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » 6 mois plus tard, en mars 1939, Hitler viole les accords de Munich et occupe toute la Tchécoslovaquie. Cette fois, les démocraties comprennent. Il n'y aura pas de paix. Hitler veut la guerre. Mais Hitler a besoin de s'assurer que l'URSS ne bougera pas. 23 août 1939, le monde est stupéfait. Le ministre allemand Ribbentrop et son homologue soviétique Molotov signent à Moscou un pacte de non-agression. Les deux idéologies ennemies mortelles s'allient. Un protocole secret partage l'Europe de l'Est entre eux. La Pologne sera depecée. Staline lève son verre. « Je sais combien la nation allemande aime son Führer. » Hitler exulte. Il a les mains libres. 1er septembre 1939. 4h45 du matin. Sans déclaration de guerre, la Wehrmacht franchit la frontière polonaise. 1,5 million d'hommes, 2500 chars, 2000 avions. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair. Les Stuka hurlent en piquant sur Varsovie. Les Panzers écrasent les défenses polonaises. L'aviation polonaise est détruite au sol. En 48 heures, le sort de la Pologne est scellé. 3 septembre, 11 heures. À Londres, Chamberlain, la voix brisée, annonce à la radio « Ce pays est maintenant en guerre avec l'Allemagne ». Quelques heures plus tard, la France suit. Mais ni la France ni le Royaume-Uni ne bougent militairement. Ils regardent la Pologne agoniser. 17 septembre 1939. Le coup de grâce. Conformément au pacte secret, l'armée rouge envahit la Pologne par l'Est. Prise en tenaille, la Pologne n'existe plus. Hitler et Staline se partagent le butin. Commence alors ce qu'on appellera la drôle de guerre. Sur le front ouest, rien ne se passe. Les soldats français jouent aux cartes derrière la ligne Maginot. Les Britanniques attendent. Mais à l'est, Staline n'a pas fini. 30 novembre 1939. L'URSS attaque la Finlande. Staline veut sécuriser Leningrad. Il pense que ce sera une promenade militaire. C'est un désastre. Les Finlandais, en infériorité écrasante, infligent des pertes terribles aux Soviétiques. Dans le froid glacial de l'hiver arctique, des divisions entières sont anéanties. Mais le nombre finit par l'emporter. En mars 1940, la Finlande cède et perd la Carélie. La faiblesse de l'armée rouge est révélée. Hitler en prend note. 10 mai 1940, 5h30. La guerre éclair frappe à l'ouest. En un jour, Hitler envahit simultanément les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Le plan est audacieux. Passer par les Ardennes, que les Français croient infranchissables pour des chars. Erreur fatale. Les panzers de Guderian percent à Sedan le 13 mai. La ligne Maginot, contournée, devient inutile. En 6 jours, les armées françaises, belges et britanniques du Nord sont encerclées. 26 mai, 4 juin 1940. Dunkerque.
Piégés, le dos à la mer, 340 000 soldats britanniques et français attendent la mort ou la capture. Mais Hitler commet une erreur mystérieuse. Il ordonne à ses panzers de s'arrêter. Pendant 3 jours précieux, une armada de 850 navires et bateaux civils évacue les troupes vers l'Angleterre. C'est un miracle militaire. Mais tout le matériel est abandonné. Churchill avertit, les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations. 14 juin 1940, Paris tombe sans combat. Déclarée ville ouverte, la capitale française est abandonnée. Hitler visite les monuments comme un touriste conquérant. Devant le tombeau de Napoléon, il reste silencieux quelques instants. Le vaincu de 1918 est devenu le maître de l'Europe. 22 juin 1940, forêt de Compiègne. Dans le même wagon où l'Allemagne avait signé l'armistice de 1918, Hitler impose l'armistice à la France. Il savoure sa revanche. Le wagon sera ensuite emmené à Berlin, puis détruit. La France est coupée en deux, une zone occupée au nord, un régime collaborateur au sud, dirigé par le maréchal Pétain. Mais un général inconnu refuse la défaite. 18 juin 1940. Londres. Studio de la BBC. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre, déclare le général de Gaulle. Presque personne ne l'entend, presque personne ne le connaît, mais l'espoir de la résistance vient de naître. Hitler est au sommet de sa puissance. En moins d'1 an, il a conquis la Pologne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Seul le Royaume-Uni lui résiste encore. Mais peut-il tenir? Été 1940, le ciel de l'Angleterre. Göring promet à Hitler qu'il mettra le Royaume-Uni à genoux en 4 jours. La Luftwaffe lance des vagues d'attaques. Les pilotes de la RAF décollent 4-5 fois par jour. L'épuisement les guette. Jamais dans l'histoire des conflits humains, tant de gens n'ont dû autant à si peu, déclare Churchill. Les radars britanniques, nouveauté technologique cruciale, détectent les attaquants à l'avance. Les Spitfire et Hurricane interceptent les bombardiers. Les pertes allemandes montent. En septembre, Hitler change de tactique. Il bombarde les villes. Londres, Coventry, Birmingham brûlent. Le Blitz tue 40 000 civils. Mais la RAF survit. L'invasion de l'Angleterre, l'opération Selleveux, est reportée, puis annulée. Hitler comprend qu'il ne vaincra pas le Royaume-Uni rapidement. Il prend alors la décision la plus fatale de sa vie. Il va attaquer l'URSS, son allié. Son allié. Le monde retiendra son souffle, confie-t-il à ses généraux. 22 juin 1941, 3h15 du matin. 3,8 millions de soldats de l'Axe franchissent la frontière soviétique sur un front de 2900 km. C'est la plus grande invasion de l'histoire. Opération Barbarossa. Les soviétiques sont pris par surprise. Staline, malgré tous les avertissements, a refusé de croire que Hitler l'attaquerait. Les avions soviétiques sont détruits au sol. Des armées entières sont encerclées. En 3 mois, les Allemands capturent 3 millions de prisonniers soviétiques. Ils avancent de 800 km. Leningrad est assiégé. Kiev tombe. Moscou est à portée. Hitler exulte. L'ennemi est brisé et ne se relèvera plus jamais. Il se trompe. Décembre 1941. Le général hiver arrive. Les températures plongent à moins 40 degrés Celsius. Les moteurs des chars allemands gèlent. Les soldats, sans équipement d'hiver adéquat, meurent de froid. À 30 km de Moscou, l'offensive s'arrête. Le 5 décembre, les soviétiques contre-attaquent. Des divisions sibériennes fraîches, équipées pour l'hiver, repoussent la Wehrmacht. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'armée allemande recule. Hitler vient de commettre la même erreur que Napoléon 129 ans plus tôt. Mais le 7 décembre 1941, à 7800 km de là, un autre événement change le cours de la guerre. Pearl Harbor. 7h48 du matin. 350 avions japonais, décollés de 6 porte-avions, attaquent par surprise la flotte américaine basée à Hawaï. En 2 heures, 2403 Américains sont tués. 8 cuirassés sont coulés ou gravement endommagés. L'US Navy du Pacifique est mutilée. Un jour qui vivra dans l'infamie.
déclare Roosevelt le lendemain en demandant au Congrès de déclarer la guerre au Japon. Le 11 décembre, Hitler commet sa deuxième erreur stratégique majeure. Il déclare la guerre aux États-Unis. La guerre devient véritablement mondiale. Désormais, l'Allemagne nazie et le Japon impérial font face à une coalition qui contrôle 70% de la population mondiale et 75% de la production industrielle planétaire. Le tournant de la guerre approche. 23 août 1942, 2 février 1943. Stalingrad. La bataille la plus sanglante de l'histoire se déroule dans cette ville industrielle sur la Volga. Les Allemands contrôlent 90% de la ville, mais les Soviétiques défendent chaque immeuble, chaque étage, chaque pièce. Pas un pas en arrière, ordonne Staline. Le 19 novembre, les Soviétiques lancent l'opération Uranus. Ils encerclent la 6e armée allemande de Paulus. 290 000 hommes piégés. Hitler refuse toute retraite. Le 31 janvier 1943, Paulus se rend. 91 000 Allemands sont capturés. Seuls 6 000 reverront l'Allemagne. Stalingrad marque le tournant de la guerre à l'Est. Désormais, l'armée rouge avancera. Elle ne s'arrêtera qu'à Berlin. 6 juin 1944, 6h30 du matin, Normandie. 156 000 soldats alliés débarquent sur 5 plages. C'est le jour J. La plus grande opération amphibie de l'histoire. 4 126 navires, 11 000 avions. Sur Omaha Beach, c'est un carnage. Les Américains subissent 2000 pertes. Mais ils tiennent. Ils progressent. Le second front tant attendu par Staline est enfin ouvert. 25 août 1944. Paris est libéré. La 2e division blindée du général Leclerc et la Résistance chassent les Allemands. De Gaulle descend les Champs-Élysées sous les acclamations. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La France renaît. 30 avril 1945. Berlin. Les Soviétiques sont à 300 mètres du bunker du Führer. Hitler épouse Eva Braun, dicte son testament politique où il blâme tout le monde sauf lui-même, puis se suicide d'une balle dans la tête. Eva se suicide au cyanure. Leurs corps sont brûlés dans le jardin de la chancellerie. 2 jours plus tard, le drapeau rouge flotte sur le Reichstag. 8 mai 1945. L'Allemagne capitule sans condition. En Europe, la guerre est finie. 50 millions de morts. Des villes entières rayées de la carte. Des pays entiers dévastés. Mais dans le Pacifique, le Japon refuse toujours de se rendre. 6 août 1945. 8h15. Un bombardier B-29, l'Enola Gay, largue une bombe sur Hiroshima. Little Boy. La première bombe atomique utilisée en guerre. Un flash, une chaleur de plusieurs millions de degrés, un vent à 1000 km/h. 70 000 personnes sont tuées instantanément. 70 000 autres mourront dans les mois suivants. Le 9 août, une seconde bombe détruit Nagasaki. 40 000 morts immédiats. 15 août 1945. Pour la première fois de l'histoire, la voix de l'empereur Hirohito est diffusée à la radio. Il annonce la capitulation du Japon. 2 septembre 1945. Baie de Tokyo. Sur le pont du cuirassé USS Missouri, le Japon signe la capitulation inconditionnelle. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Bilan. 62 millions de morts, dont 40 millions de civils. 6 millions de Juifs exterminés dans la Shoah. Des villes entières détruites, des nations entières traumatisées. L'ère atomique a commencé. Le monde ne sera plus jamais le même. De ce chaos apocalyptique naissent les Nations Unies. Plus jamais ça, jurent les survivants. Les États-Unis et l'URSS émergent comme superpuissance. La guerre froide commence avant même que les canons ne refroidissent. L'Europe, ravagée, recevra le plan Marshall et se reconstruira. Elle s'unira progressivement pour que Français et Allemands ne se massacrent plus jamais. La décolonisation s'accélérera. Les empires européens affaiblis lâcheront prise sur l'Asie et l'Afrique. Aujourd'hui, après la fin de la guerre, les derniers témoins disparaissent. Nous sommes les derniers à pouvoir entendre leur voix.
La Seconde Guerre mondiale nous rappelle ce dont l'humanité est capable dans ses moments les plus sombres, mais aussi dans ses moments les plus héroïques. Elle nous enseigne que la paix n'est jamais acquise, que la démocratie est fragile, que le fascisme peut surgir quand les peurs s'accumulent et les certitudes s'effondrent. Les accords de Munich nous rappellent qu'apaiser les dictateurs ne fait que les encourager. Stalingrad et la résistance nous montrent que même face à l'écrasement total, l'esprit humain peut refuser de se soumettre. Hiroshima nous avertit que nous possédons désormais le pouvoir de détruire notre propre espèce. La Shoah nous crie que le mal absolu existe, que l'indifférence et le silence sont des formes de complicité. 62 millions de fantômes nous observent. Ils nous demandent « Avez-vous appris ?» La réponse à cette question déterminera si nous répéterons leurs erreurs ou si nous honorerons leurs sacrifices en bâtissant un monde meilleur. Car l'histoire ne se répète pas exactement, mais comme le disait Mark Twain, elle rime. Et les rimes que nous entendons aujourd'hui, nationalisme montant, démocraties affaiblies, puissance révisionniste, sont inquiétantes. La Seconde Guerre mondiale n'est pas qu'un chapitre clos d'un livre d'histoire, c'est un avertissement, un testament, un legs. À nous de choisir ce que nous en ferons.